Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance, le nom du bal perdu. Bienvenue dans ce nouveau numéro des mots de minuit. Nous sommes au Langagière, nous sommes au TNP, c'est Villeurbanne, c'est 2019. Merci à la compagnie, merci au TNP qui nous accueille et grâce auquel nous pouvons être ici ce soir et réaliser une série de 6 émissions des mots de minuit tout à fait singulières pour le coup. Je voulais simplement... Avant de commencer cette émission et de vous en présenter les différents intervenants, je voulais simplement vous lire ceci, dans Fragments, février 1965, Charles Julier. Charles Julier est un habitué des Langagières, il est par ailleurs lyonnais, il a écrit un journal sur des dizaines d'années de sa vie, et il a écrit ceci, par exemple, « Toute relation humaine est un champ illimité, mais nous n'avons jamais le courage de pleinement la vivre. Ces temps, j'ai encore pu observer combien un être peut se révéler à lui-même et s'amplifier lorsqu'on lui témoigne une intense et grave attention. » Ceci est un exergue d'un livre qui s'appelle « Fraternellement Charles Julier », texte de lectrice et de lecteur à propos de son œuvre. La cause des causeuses, c'est publié chez un éditeur local qui s'appelle Jacques André, éditeur. Et on est heureux d'entamer cette émission avec un hommage à Charles Julier, et cet hommage-là, puisque ce sont des lecteurs de Charles Julier qui témoignent de ce qu'il a pu leur apporter. Dans cette émission ce soir, nous allons parler de poèmes inédits de et par Damien Odoul, je cite le TNP, avec la participation de Bernard Campan. Messieurs, merci d'entamer la première partie de cette émission. Ensuite, nous entendrons parler de Agatha Christophe, L'Analphabète, Anne de Boissy, Isabelle Voiseux. Là aussi, nous allons parler d'un texte tout à fait étonnant de cette romancière qui parle des difficultés des premières années de sa vie, notamment en Hongrie, quand elle avait à faire face à 2 langues qui n'étaient pas les siennes, qui étaient l'allemand et le russe. Enfin, nous parlerons de Raymond Carver, avec Entrer, sortir, ne pas s'attarder, Julie Guichard avec Lisa Blanchard et Evan Kravella, Raymond Carver, mise en scène par Julie Guichard et interprété par Lisa Blanchard et Evan Kravella. Messieurs, bonjour. Bonsoir. Excellent. Ouais, oui, mais comme on est désormais sur Internet, visible à toute heure du jour et de la nuit, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer? Alors, Odoul, on vous connaît notamment à des mots de minuit. Vous êtes cinéaste, documentariste, vous avez réalisé des courts-métrages. On vous connaissait moins en poésie. Bernard Campan, voilà, vous êtes une tête de gondole parmi d'autres. Hein. En même temps, quand on gratte un tout petit peu derrière l'image, on se souvient des Inconnus, etc., on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus singulier, de plus intime, de plus étonnant. Donc, ma première question à tous les deux, c'est quel est votre mot de minuit? Fou. Non, mais ça, vous nous interpréterez tous les deux. Mais fou. Ça lui va bien. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal quand on me demande quelque chose. Genre, quel est ce que vous préférez? Ça vient pas. Tourner à droite, je sais plus la droite de la gauche. J'ai beaucoup de mal sur les questions simples. Mais on va y arriver, Si je vous dis mon mot de minuit est Alexandre Jolien, par exemple. Ah, mais j'en suis ravi. Parler d'Alexandre. Mais Alexandre Jolien, que tout le monde doit connaître, est un ami. Et, philosophe, handicapé. Oui, Suisse. Après un passage en Corée. Oui, après 3 ans en Corée, je crois qu'il en est revenu depuis 2 ans. Enfin voilà, on doit tourner un film ensemble en septembre, j'espère,
qu'on écrit avec d'autres co-auteurs qu'on est en train de finir d'écrire. Voilà, donc c'est une aventure qui se poursuit au cinéma à partir d'une amitié quoi, entre lui et moi. Facile Facile de quoi. faire du cinéma avec Alexandre Jolien. Rien n'est facile avec Alexandre. Non, j'aime bien le charrier, mais non, voilà. Non, je parlais du handicap au cinéma. Non, c'est pas ça, c'est ni facile ni difficile. Le film ne va pas traiter du handicap particulièrement, si ce n'est que Alexandre accepte de jouer, et donc en tant que personne handicapée, le handicap sera dans le film, forcément. Alors c'est étonnant parce que cette connexion, Damien Odoul, votre prochain film, porte aussi sur le handicap. Oui, enfin, moi j'ai un acteur dans le film qui a le rôle principal, qui est donc qui est une trisomie, voilà, c'est un acteur trisomique, mais moi j'ai pas du tout le mot handicap qui vient, jamais. Donc moi ça me parle pas du tout. Vous voyez, moi je lui préfère le mot singularité. Hein. Oui, mais même, je lui parle comme je vous parle. Je veux dire. Bien sûr. Donc moi à partir de là, je sais qu'il faut travailler avec lui, il va quand même avoir le rôle principal, 5 semaines de tournage pour quelqu'un qui n'a jamais tourné. Évidemment, ça va être quelque chose ça va être une aventure assez incroyable. J'ai mis 5 ans pour faire ce film. Et puis là, voilà, c'est le moment. 5 ans, c'est beaucoup? Bah oui, c'est beaucoup. Parce que forcément, je pense que, oui, je pourrais tourner un petit peu plus régulièrement. Mais le problème, c'est monter les financements de mes films. Ça devient de plus en plus difficile. Très, très clairement. Le cinéma que je défends, quelque part, en voie de disparition, très clairement. Donc, et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, c'est pas un cinéma de genre. Je suis évidemment pas. C'est un cinéma d'auteur? Non, parce que j'y crois plus à ça. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils font du cinéma d'auteur. Pour moi, c'est pas du tout des auteurs. En termes de référence, 2017, me semble-t-il, c'est 700 films en France à la disposition du public. Donc, le cinéma d'auteur a du mal à trouver sa place. Hein, mais... Oui, mais moi, même si c'est pas un cinéma d'auteur. Oui, voilà, c'est difficile maintenant de réellement monter un film, quoi, de trouver des partenaires et puis de trouver de l'argent. Bon, Damien Odoul, oui. Poète. Bien avant le cinéma. Donc, quelque part, ça veut... Encore une fois, toujours les tiroirs français, quoi, le truc de vous mettre dans des cases. Moi, très clairement, poète, cinéaste, tout ça est mêlé. Je veux dire, on lit ma poésie, on regarde mon cinéma. Quelque part, forcément, c'est un tout. Et même la photographie, le travail que j'ai pu faire à exposer de la photographie, tout ça est lié. Mais la poésie, c'est 13 ans. Le premier recueil de poèmes, c'est 19 ans, première édition. Après, j'édite au moment du souffle, à 30 ans, un autre recueil. Bon, alors évidemment, l'entre-soi, c'est pas mon truc, donc c'est sûr que j'ai pas connu d'éditeur de poésie. Donc actuellement, je me dis que ça peut être intéressant qu'un éditeur se plonge sur les 30 dernières années, parce que ça fait 30 ans finalement que j'écris. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Ça sauve de quoi, la poésie ou l'écriture? Ah ben moi, ça m'a... Enfin, la poésie, oui, parce que, qu'on soit très clair, j'ai jamais écrit de roman et j'en écrirai jamais. Mais le mot, enfin, le langage. Oui, moi, ça m'a sauvé la vie, j'en parle. Sauvé la vie, ça m'a permis de ne pas me suicider à un moment, de pas plonger pour pas remonter. Pour ne pas remonter. Bon. Ça m'a permis de comprendre aussi ce qu'étaient les abîmes, les abysses, les gouffres. Ça m'a permis d'aller aussi du côté des gouffres. Et j'en suis revenu. Et je suis vivant. Donc il y a quelque chose qui est assez étonnant. Bernard Campan, quand vous entendez votre voisin parler des abîmes, des gouffres dont on revient parfois, vous aussi, dans certains films que vous avez réalisés ou dans lesquels vous avez joué, comment vous entendez le mot gouffre? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je connais un peu la vie, le trajet de Damien. Donc pour moi, je sais que ça veut dire un grand désespoir, une grande solitude. C'est une grande souffrance, quoi. Après, oui, je l'entends comme ça, oui. Le gouffre, plongé dans le... Ça peut être le néant, ça peut être... ouais. Mais vous avez aussi joué dans un film qui s'appelait La face cachée, pareil, ouais. Qui n'est pas évident. J'avais écrit, en fait. C'est mon premier, et bon, probablement pas mon dernier, puisque je vais en réaliser un autre. Mais ça fait quand même déjà un bout de temps, là. 2007. Plus de 12 ans, oui, 12 ans. Et en fait, c'était pas tant de jouer dedans qui m'intéressait, c'était de raconter quelque chose de plus personnel. La face cachée des choses, c'est tout ce qui, pour moi, ne peut pas se dire, ne peut pas
ne peut pas se voir, donc ça rejoint une forme de spiritualité, quoi. C'est aussi un lien qu'il y a entre nous, même si le mot parfois est un peu pompeux. Comment vous avez-vous rencontrés? Par hasard. Non, mais disons que, Rue du hasard. ouais, ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que justement, là, pour le coup, c'est très intéressant parce que notre rencontre, on ne devrait pas se rencontrer, vu le cinéma que j'ai fait, vu le parcours de Bernard. Et c'est ça que j'ai aimé avec la rencontre avec Bernard, c'est que j'ai rencontré avant tout un homme. Donc ça m'a changé des acteurs, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelque part, même si c'est aussi un acteur, mais dans cette rencontre-là, j'ai senti aussi qu'on pouvait chacun s'apporter quelque chose, parce que moi, je lui propose du décalage, et lui, il accepte ce décalage en redistribuant les cartes. Donc, on est vraiment dans une joute, quoi. C'est ce JE qu'on dédouble et qui devient un JEU, quoi. Vous allez nous le prouver avec l'interprétation, merci à vous, hein, sur là un peu à l'arrache comme ça d'un de vos poèmes qui s'appelle Le Fou. Il s'appelle pas, mais oui, oui. Il s'appelle pas. Non, il s'appelle pas. Il est fou quand même. On va, oui, on va le. Il s'appelle 21. 21 là pour l'instant. Ah ouais, pardon. Ouais, non, mais, Et ouais, on se le c'est partage. la première fois qu'on se le partage comme Voilà. ça. Enfin voilà. Un fou qui dit qu'il est fou, c'est top. Un fou qui dit qu'il est fou, ou qui dit j'en ai rien à foutre de rien, mais de rien. Un fou qui dit qu'il est fonction mystique ne se prend pas au sérieux. Un fou qui dit qu'il a un niveau martial élevé. Un fou qui dit qu'il a piqué sa ceinture noire parce qu'il faut 20 ans pour la 6e dan. Un fou qui rit en disant qu'il a marchandé avec la marchande. Un fou que tu es, un fou que je suis. Un fou tel un acteur inconnu qui ne joue plus. Un fou qui emmerde aujourd'hui. Et surtout hier et demain. Un fou qui paraisse comme tous les fous. Un fou qui a un immense chaos en lui, même si c'est passager. Un fou qui se branle, enfin qui essaie. Un fou qui pense que la nuit est trop avancée pour éjaculer. Un fou qui dit qu'il est vraiment fou, c'est le kiff. Un fou qui parle trop fort pour bien faire chier la rangée. Un fou fut-fut qui sait qu'il parle trop fort. Un fou qui kiffe entre chien et loup. Un fou qui dit qu'il est fou comme il faut, mais au 10e de sa puissance. Un fou à qui on a dit « Vous n'êtes pas autorisé à venir ici ». Un fou qui rétorque « Vous savez qui je suis ?» Fou. Un fou qui interpelle sans rhétorique est un fou sain. Un fou qui dit avec tact et courtoisie « Je ne cours plus après ». Un fou qui ne court plus par essence. Pourquoi Rome est-elle si triste? Pourquoi août ressemble-t-il à mars? Pourquoi fait-il si froid sous cette canicule? Pourquoi la Via Veneto s'est-elle enlaidie depuis? Pourquoi tant de sépulcres enfouis sous les langues? Pourquoi les uns et les autres s'en foutent-ils de tout? Pourquoi la Vierge au palefrenier reste-t-elle dans un coin? Quel est votre rapport à la folie? Bah, mais par rapport à, par exemple, l'art brut, j'ai travaillé avec des... On en parlait avec Anouk Grimbert dans la dernière Mais parce émission. qu'on a lu ensemble, Anouk et moi, Absolument. bah justement ce poème que j'avais écrit qui s'appelle « Oh, quelle allure », où je rends hommage à l'art brut. L'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, la Borde, des gens comme des psychiatres comme Tosquelles, Houry bien sûr, la psychothérapie institutionnelle, mais aussi le travail, je dirais, en général, quoi, le travail des artistes de l'art brut, quoi, depuis Wolfli, en passant par, évidemment, aujourd'hui, il y en a encore, il y a des contemporains qu'on ne connaît pas, quoi, mais... Donc je pense que tout ça, évidemment, Forestier, qui était à l'hôpital de Saint-Alban, il était dans le couloir et puis on lui donnait en passant des trucs, des bouts de carton, et puis il ramassait ça, il faisait des navires magnifiques. Alors tout ça, évidemment, c'est important pour moi. On a reçu récemment dans l'émission, on a longuement parlé dans l'émission de Saint-Alban et de Houry.
Et etc. aussi Fernand Deligny, bien sûr, Mm. parce que, puisque moi je vis maintenant en Lozère, mais dans les Cévennes. Deligny était dans les Cévennes à l'époque. Quel est votre rapport à la folie, Bernard Campan? Moi, la folie, oui, un peu comme la mort, c'est des thèmes qui m'ont toujours taraudé depuis tout petit. Moi, je faisais des cauchemars récurrents, comme quoi ma mère était folle, en fait. Ça m'a toujours poursuivi jusqu'à ce que je fasse une thérapie qui me libère de ça. Mais la folie, c'est quelque chose de très présent chez moi à travers ma mère, quoi. Qui d'ailleurs aujourd'hui, à son âge et avec la maladie, Alors, je passais de l'autre côté. Je me permets un conseil de lecture, Les Enténébrés de Sarah Chiche, sur cette angoisse qu'il y a à imaginer que votre mère a pu être folle, que votre grand-mère a pu être folle, que votre arrière-grand-mère a pu être folle, et comment est-ce que cette histoire de la folie se transmet. Les Enténébrés, Sarah Chiche, c'est au Seuil. Nous la recevions récemment dans l'émission avec Leonardini, le critique théâtral de l'humanité. Question sur Poèmes inédits de Odoul. Question du décor. Vous arrivez dans un lieu qui s'appelle le TNP, Théâtre National Populaire, et vous êtes sur une grande scène, alors que, pour le coup, votre proposition poétique est plutôt relativement intime. Qu'est-ce que vous faites avec cette immense scène? Parce qu'on vous voit avec dans le spectacle que j'ai vu tout à l'heure, il y a un porte-palette. Un transpalette. Un transpalette, pardon. Il y a un transpalette. Il y a une ouverture sur un fond de scène qui est gigantesque. Comment est-ce que vous avez imaginé votre décor? Ah non, mais 2 heures avant, quoi. Moi, je suis arrivé. Le Schiaretti est un salaud parce qu'il vous offre une scène. Je ne connaissais pas d'ailleurs, mais comme salaud, c'est plutôt sympa de ne pas le connaître. Non, mais en tout cas, on ne se connaissait pas. Moi, j'étais ravi de venir. Oh, il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Oui, bah, ça y est, depuis. Il est là d'ailleurs. Et non, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, évidemment, je voyais bien que ça pouvait être très, voilà, 2 pupitres, des lumières, ça. Bon, j'ai tenté quelque chose assez rapidement, et puis j'ai vu ce transpalette, j'ai trouvé ça très bien. Et puis voilà, j'ai fait mettre du scotch noir, j'ai pris des... Voilà, j'ai recadré quelque part. Donc tu m'as fait mettre dessus aussi. Oui, et puis j'ai voulu... Voilà. Aussi, c'était sympa. Ouais. Mais ce qui est important, je pense, par rapport à... c'est qu'on peut passer des ténèbres à la joie aussi. Donc il s'agissait pour moi d'être joyeux, là. Je venais pas pour m'enténébrer, je venais pour trouver de la joie avec lui et pour chercher du jeu rapide. Et ça fonctionne bien. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont eu cette sensation, mais... Comment est-ce que vous êtes articulés? Comment est-ce que vous êtes dialectisés l'un et l'autre? Vous avez choisi, toi, ça, non? Comment vous faites? Je lui ai fait une proposition, oui. Il y avait des textes, j'avais l'impression qu'il pouvait... Mais après, je lui ai dit, voilà, tu les lis. On s'est pas vu beaucoup, hein. On s'est vu 2 fois, donc c'était... C'est sûr que pour Bernard, ce soir, c'était éprouvant, parce qu'il y avait quelque chose... Il sait faire, hein, il est aussi... Oui, mais quand même, il y avait... Éprouvant, pas au sens fort quand même, mais enfin, c'était pas une épreuve. Non. Mais c'est particulier, parce qu'effectivement, Damien, c'est un poète aussi, il crée avec tout ce qui vient. Donc voilà, il a créé la scénographie comme ça sur le moment. Au dernier moment, il dit tiens, je pourrais dire ça, tu pourrais dire ça. Et puis au moment où on le fait, c'est pas ça qui se passe, c'est autre chose. Moi, je dis le texte, tout d'un coup, j'entends qu'il répète ce que je viens de dire. Et donc les choses se font comme ça. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est instantané. Damien Odoul, les cahiers dessinés cinéma, on vous avait reçu pour cet album. Résurrection permanente d'un cinéaste amoureux. Pourquoi vous faut-il être dans la résurrection? C'est fini, là. Ça, c'était il y a 4 ans, donc je suis passé à autre chose. Ah bon? Il n'y a plus de résurrection. Ça t'est ressuscité, c'est pour... T'es ressuscité. Pour toujours. Non, c'est vrai, je vous Mais promets. vous êtes ressuscité? Bah, non, mais même pas, je veux dire même pas. C'est vraiment... Mais c'est bien de parler de l'autre, là. Mais c'était il y a 4 ans. Et aujourd'hui, alors je reviens sur ce que vous disiez en entame d'émission, sur ce film que vous cherchez à faire. Qu'est-ce que vous cherchez à dire dans ce film-là, avec la radicale étrangeté de l'autre, dont on dit ou dont certains disent qu'il est handicapé?
dont je préfère dire qu'il est singulier. Qu'est-ce que c'est que cette... chez vous, que ce soit dans le haïku, dans la résurrection, faux haïku d'un occidental pas très orthodoxe, ou Quelle allure, qui sont des livres que vous avez signés, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans le pas de côté? C'est le décalage. J'aime le décalage. Et puis, je me sens vraiment un électron libre, ne serait-ce que dans le cinéma, dans tout ce que je fais. Je veux dire, même à un moment, voilà, j'ai exposé. Là, voilà, vous avez explosé? Explosé, pardon. explosé souvent, mais plus maintenant, pareil. Mais exposé, donc c'est sûr que j'étais dans une galerie tout de suite, une galerie importante, j'ai montré mon travail, et puis de là, j'ai disparu. Vous comprenez? C'est l'idée de disparaître qui m'intéresse. Et donc d'être tout le temps cet électron libre qui fait que... Mais en effet, là, vous parlez de thématique. J'ai un acteur qui est dans tous mes films. Là, ça va être mon 8e long métrage. Mais le souffle, il y a ce simple en friche, qui est le Steph, qu'on retrouve dans Le Déluge, qu'on retrouve... Bon, et j'ai toujours travaillé avec ce qu'on appelait dans le temps le simple d'esprit. Ou en Occitanie, on disait l'Uchichileg, en patois, c'était voilà, le simple. C'est sûr que ce simple est un frère... La cousine bête, disait l'autre. Comment? La cousine bête. Oui. Ça, déjà, c'est la langue d'oil, je pense, c'est le côté oil. Moi, je suis le côté hoc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais c'est vrai que je pense quand même qu'il me suit depuis l'enfance, ce simple. Il a toujours été le frère. Il a toujours été un double. La différence de lui, c'est que, oui, j'ai lu. Je me suis cultivé. Mais je veux dire, je suis beaucoup plus proche de lui dans mon animalité que d'un intellectuel ou que ce soit clair. Si on regarde l'émission précédente avec Patrick Lopin, par exemple, sur l'autre autiste, comment est-ce que je le fais accéder au langage et comment est-ce que ce langage est une arme de libération massive. Enfin, voilà. On parlait de disparition il y a une seconde. Bernard Campan, Les Enfoirés 2019, vous avez rejoint l'équipe, mais je trouve que l'idée de disparition vous va bien aussi, puisque vous êtes quelqu'un... alors oui, il y a eu cet immense succès des Inconnus, vous vous reconstituez assez régulièrement, mais vous êtes quelqu'un de la discrétion aussi. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas une tête de gondole, en tout cas dans le star system aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ce flou, enfin sinon de ce flou, du moins de cette discrétion? Pas toujours. Oui, c'est un peu paradoxal parce que j'aime les deux. J'aime être dans la lumière, puis j'aime... Et en même temps, je suis assez... je peux être introverti, extraverti. C'est assez paradoxal en fait. Mais j'aime bien l'idée de disparaître. J'aime bien l'idée de disparaître. L'évanescence, quoi. Une espèce de... Ouais, et puis de réapparaître. En fait, c'est un peu un mouvement comme ça que ça me plaît bien, ça. Mais disparaître peut-être aussi au sens de l'ego, quoi. J'aime bien cette idée de... l'humilité, ça me touche. Alors, c'est très prétentieux de dire je me sens humble, mais ce que je vise, c'est l'humilité. L'humilité dans le sens... même dans sa racine, c'est-à-dire d'avoir les deux pieds sur terre, quoi, d'être simple, d'être simple en friche. Je note simplement dans l'idée, actuellement vous êtes au Théâtre de la Renaissance, pièce de Calberac, La Dégustation avec Isabelle Carré, c'est jusqu'au début juin, 2 juin. Fin juin, ouais. Fin juin, et il y a notamment une soirée qui sera dont les recettes seront versées au Secours Populaire. Secours Populaire, le 9 juin, ouais. C'est une manière de faire. C'est une manière de faire. C'est Isabelle qui a lancé l'idée parce qu'elle est très proche du Secours Populaire. Mais c'est vrai qu'on est une équipe et c'est quelque chose qui s'est fait ensemble avec les gens du théâtre, enfin les directeurs du théâtre. Voilà, c'est important, surtout quand on fait un succès, d'essayer de faire profiter un petit peu. Voilà, éventuellement ceux qui peuvent en avoir besoin. Quel est l'avenir de votre couple? De votre... Non, oui, exactement. Oui. Exactement. Ça va mal On finir. reparlera de couple dans une seconde, mais...
Pour l'instant, vous voyez, l'art du décalage dont on parlait, quand on voit Bernard devant des foules amassées au théâtre de boulevard, et de l'entendre lire cette poésie ce soir au TNP, c'est intéressant. Moi, je trouve. Et je trouve de sa part, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est cet art du décalage qu'il a réellement, quoi. Et c'est ça, c'est ce qui fait notre rencontre, je pense. Parce qu'évidemment, moi, personne ne me connaît, et puis tant mieux, je veux dire, quelque part. Et puis, je ne ferai jamais des succès. C'est normal. Je ne fais rien pour. Mais voilà. Je ne ferai jamais des succès. Succès, oui, c'est sûr que Vous ne ferez jamais de mainstream, quoi. Non, mais je ne sais pas faire. Hein. Je crois que je suis incapable. Hein. Comment vous... Petit artisan. Alors peut-être que c'est... J'essaie de faire un ourlet, vous voyez, un petit ourlet. Vous concernant tous les deux, peut-être que c'est la... Comment est-ce que vous vivez l'immédiateté contemporaine ? C'est-à-dire que la poésie, c'est quelque chose qui, sauf quand ça vient comme ça, ou quand on s'appelle Claude-Louis Combet et qu'on écrit sans rature, etc. etc. Mais aujourd'hui, on est dans une période d'immédiateté, avec le smartphone, avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui pense tout à notre place, ou qui voudrait penser tout à notre place, ou dont on voudrait qu'elle réussisse à penser tout à notre place, etc. etc. Donc on peut lutter contre ça. Mais par rapport à ce que vous êtes, par rapport à la manière dont vous organisez votre vie, entre... la lumière et l'ombre, entre je suis reconnu, je ne suis pas reconnu. Qu'est-ce que vous faites de cette immédiateté contemporaine, de ce bouleversement civilisationnel, poncif, blablabla, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que vous faites de ça ? Comment vous en jouez ? Comment est-ce que vous en... Tu t'en préserves, toi. Ouais. Comment est-ce que vous le conchiez ? Enfin, j'en sais rien, mais... Non, moi, c'est pas que je me préserve. Ouais. Moi, je suis plutôt dans le retrait, vous voyez. Moi, je vis dans la forêt, maintenant. Donc, j'ai un rapport quand même... Mais là, ça va, j'arrive à Villeurbanne, c'est tout de suite... Non, il y a... la chouette Hulotte, en ce moment, elle vient pas, mais il y a le circaille de Jean Leblanc qui tourne. Il arrive avec une femelle, ils vont faire un petit. Il y a du cerf, il y a de la biche, il y a du sanglier. Puis alors des lièvres, il y a le lièvre à... Moi, d'ailleurs, j'ai un deuxième nom, c'est lièvre flottant. J'ai d'autres noms, je ne m'appelle pas que Damien Odoul, je m'appelle... Vous avez été scout ? Pas du tout. Chaman. Oh là là. Ça aurait été... Plus chaman que scout. Mais donc, quelque part, c'est sûr que... Et pourquoi ? Non, mais quelque part, en même temps, je ne me suis pas isolé, je ne suis pas un ermite. Non, mais je veux bien que vous soyez lièvre flottant, mais expliquez-nous si vous n'êtes pas scout. Mais pourquoi vous avez été scout, vous ? Non, pas du tout. Mais pourquoi vous me dites ça ? Non, mais j'étais une fois enfant de cœur dans ma vie et j'ai regretté... Enfin non, j'ai pas regretté, mais Dieu a regretté. Ah, vous avez un petit côté enfant de cœur quand vous me dites ça. Oui, absolument. Non, mais pourquoi le lièvre flottant ? Non, mais j'aime ce terme-là. C'est un moment, c'était drôle de se faire appeler autre que ce prénom, ce nom qu'on m'a donné. Enfin, bon, quelque part, donc pour finir, par rapport à la forêt, par rapport à ce retrait-là, je ne suis pas totalement dans le retrait. Mais vraiment, maintenant, c'est des va-et-vient. Et par exemple, je n'écoute plus du tout les informations. Je ne regarde pas la télévision. Donc, en effet. Même pas Hanouna, BFM TV en boucan. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais c'est très clair que, en effet, entre la lecture, le travail physique, être à l'extérieur, vous comprenez ? Bon, voilà. Mais je sais que ça tourne, je sais que ça continue, et je les connais, les dictateurs. Enfin, je sais comment ça... Alors, quelquefois, tous les 2 mois, comme j'ai fait l'autre jour, j'ai demandé des nouvelles du monde. Alors, c'est très drôle, parce que ce qu'on me dit, on ne me donne pas de nouvelles. Vous comprenez ? On vote pour l'Europe à la fin de la semaine. Hein, si... Oui, moi, je serai dans la forêt. Je voterai d'une manière... Bernard, comment est-ce que vous protégez de l'immédiateté contemporaine ? Oui, c'est ça. C'est plutôt... Moi, je dirais plus que j'essaie de m'en protéger. Sinon, ça me happe. Moi, ça m'a... C'est pour ça que je parlais de BFM. BFM en boucle, moi je suis capable de tomber. C'est comme une addiction. C'est-à-dire, c'est comme une addiction avec une drogue. Pour moi, c'est ces trucs-là, les informations en boucle, même Hanouna, ces trucs-là, parce que c'est à la fois comme une drogue, c'est-à-dire c'est inutile, c'est nocif, et puis on devient con. C'est franchement le même parcours, et en même temps, ça m'attire. Moi, je suis toujours dans ce paradoxe. Donc, si je peux faire des grandes périodes sans rien, et c'est ce que je fais en général, j'habite dans les Yvelines, donc là aussi, on retrouve un peu la nature, la forêt. C'est ce que j'arrive à faire quand je suis dans mes Yvelines, mais quand je joue pendant 7 mois à Paris,
j'ai mon ordinateur et je tombe dans ce piège de regarder. Et ça me submerge. Moi, j'avoue qu'il faut que je m'en préserve parce que je sens que ça. Je suis d'accord avec lui. Les périodes où je suis coupé de l'information, si on me dit « Ah, mais t'es pas au courant de ça ?» Je dis « Ben non, ça change quoi? Rien. » Sauf que j'étais tranquille, quoi. Dernière question à tous les deux pour cette première partie de l'émission. Qu'est-ce que vous nous conseillez de lire ou de regarder à part Hanouna, enfin non, quoique, mais qu'est-ce que vous nous conseillez de lire ou qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce que vous avez envie de partager là ce soir? C'est pas forcément un livre, d'ailleurs. Ça peut être une musique, ça peut être un truc, ça peut être. Il y a un livre d'un anthropologue allemand que j'aime beaucoup sur les Yanomami centraux. Sur les quoi? Non, mais les Yanomami, qui sont une tribu d'Amazonie. Et c'est vrai qu'actuellement, je lis un petit peu d'anthropologie comme ça, et ça me... Oui, je sais pas, peut-être que c'est la mémoire. Enfin, voilà, on parle de sociétés traditionnelles qui disparaissent, n'est-ce pas? Il y a eu encore cette histoire... Notamment au Brésil. Mais... Voilà, mais en Inde, en face de l'Inde, cette île où voilà, ces hommes... avec cet homme, voilà. cet homme, on mettra la photo, hein, avec cet homme qui tire sur l'hélicoptère. Qui est magnifique. Enfin, c'est une peuplade qui a tué un... Oui, un pseudo-pasteur américain. Voilà. On mettra la photo parce qu'elle est magnifique, cette photo. Oui, elle est magnifique, bien sûr. Donc, j'aurais envie de dire, de lire ça. Enfin, Bernard, qu'avez-vous envie de partager? Je pourrais dire, je sais pas, je pense aux proches, donc je pense à Alexandre Jolien, le dernier livre d'Alexandre, qui est pas évident, qui n'a pas marché autant que les autres, mais que je trouve très fort. Le livre d'Isabelle Carré, que j'ai adoré, Les Rêveurs. Après, j'ai vu récemment un documentaire qui date de 3 ou 4 ans, qui s'appelle Les Pépites, et que j'ai trouvé bouleversant et... dit rapidement, c'est un couple de retraités en gros qui se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ils retournent au Laos dans une déchetterie où il y a des gamins qui récupèrent des bouteilles pour les vendre pour gagner quelques centimes, je ne sais pas si c'est là-bas, et donc ils vont s'occuper de ces gamins pour les équiper, pour faire en sorte qu'ils puissent déjà arriver à survivre, à vivre dans une hygiène de vie à peu près digne. Et aujourd'hui, il y a des écoles, ils ont réussi à monter un truc, c'est bouleversant. Parce que ça renvoie à qu'est-ce que je fais moi. Bon, à part, on essaie de s'investir. C'est très culpabilisant cette époque, parce qu'on voit que la phrase de Gramsci, l'ancien monde disparaît, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et on est vraiment, et par rapport à ces monstres, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette misère, à tout ça. Donc on essaie de faire ce qu'on peut. C'est pas la peine effectivement, mais ça on n'y peut rien, de culpabiliser du peu qu'on fait. Mais quand on voit ce qu'ont fait certains, c'est bouleversant. Voilà. Notamment quand on est enfant et qu'on est dans le tram ou dans le trolleybus à Téhéran. Ah. C'est dans votre poésie. Hein? Oui, c'est le petit enfant là. Ouais. Ah, oui. Messieurs, merci. Je vous propose qu'on s'arrête sur Raymond Carver. Alors Raymond Carver, c'est un monsieur qui est né en 1938, qui est né en 1988. Si on essaie de le situer, c'est le novelliste américain, même s'il a écrit aussi des recueils de poésie, alcoolique, père alcoolique, mère serveuse, ça n'aide pas forcément à s'en sortir, veux-je dire, sauf que les mots sont là pour peut-être accéder à la résilience, mais ça c'est du cyrulnik dans le texte ou à peu près. Julia Guichard a imaginé une proposition sur Raymond Carver. Donc vous pouvez retrouver la poésie par exemple dans la collection Point. Entrer, sortir, ne pas s'attarder, avec 2 interprètes, Evan Cravella et Lisa Blanchard. Histoire de couple, comment ça fonctionne un couple, comment ça fonctionne quand la violence est là. Je vous propose d'entendre un extrait de cette proposition Entrer, sortir, ne pas s'attarder, mise en scène par Julie Guichard. Je vous propose d'écouter Lisa Blanchard qui va nous en donner un extrait. Lisa Blanchard.
Tu te rappelles la fois où on était allé jusqu'à cette vieille ferme des environs de Yakima? On se promenait en voiture. C'était un samedi, comme aujourd'hui. On est arrivé à une vieille ferme et on s'est arrêté pour aller frapper à la porte pour demander s'il était possible d'avoir un verre d'eau. Tu nous imagines faire un truc pareil aujourd'hui, aller frapper chez des inconnus pour demander à boire? Ces deux vieux doivent être morts aujourd'hui, côte à côte, là-bas, dans le cimetière de Yakima. Mais ce jour-là, le vieux paysan et sa femme, ils nous ont pas seulement donné un verre d'eau, ils nous ont invités à entrer pour manger du gâteau. J'ai pas oublié. Ça me touche, ce genre de gentillesse. Ils nous ont fait visiter la maison et puis ils nous ont emmenés dehors. On s'est promenés. Et puis ils nous ont montré ce... Comment disait-il? Cette gloriette. J'en avais jamais vu. Elle était dans un pré, sous quelques arbres. Elle avait un petit toit pointu. Mais la peinture s'était écaillée et les marches étaient envahies de mauvaises herbes. La dame a dit que des années auparavant, nous n'étions même pas nés, des musiciens y jouaient le dimanche. Elle, son mari, leurs amis, leurs voisins venaient en abus du dimanche s'asseoir pour écouter la musique en buvant de la citronnade. J'ai eu une illumination, je ne sais pas comment dire autrement. Mais j'ai regardé cette dame et son mari et j'ai pensé un jour nous serons vieux comme ça. Vieux mais dignes, tu vois, comme ils l'étaient. S'aimant encore de plus en plus, veillant l'un sur l'autre, recevant leurs petits-enfants, tout ça. Et je me rappelle que tu portais un jean coupé au genou ce jour-là. Et je me rappelle que j'étais en train de regarder la gloriette en pensant aux musiciens quand mes yeux sont tombés sur tes jambes nues. Je me suis dit, j'aimerais ces jambes. Même quand elles seront devenues vieilles et maigres et que leurs poils seront devenus blancs. J'ai pensé que je les aimerais encore, qu'elles seraient encore mes jambes à moi. Tu vois ce que je veux dire, Dwayne? Puis ils nous ont raccompagnés à la voiture et ils nous ont serré la main. Ils ont dit qu'on était des jeunes gens sympathiques. Ils nous ont invités à revenir, mais bien sûr, on n'y est jamais retourné. Ils sont morts aujourd'hui, ils sont forcément morts. Mais nous, je sais quelque chose aujourd'hui que je ne savais pas à ce moment-là. Oui, je le sais. Quelle chance hein, qu'on ne puisse pas voir l'avenir, parce que nous voilà dans cette ville moche, un couple qui boit trop et qui gère un motel avec une vieille piscine infecte devant, et toi qui en aimes une autre. Dwayne, j'ai été plus proche de toi que de quiconque sur Terre. Je me sens crucifiée. Voilà, un autre plateau. Je vais vous présenter nos invités. Anne de Boissy, qui est comédienne. À vos côtés, une autre comédienne, Isabelle Voiseux. Et à mes côtés, Pascaline Michel, qui est interprète de langue des signes, puisque dans ce spectacle dont nous allons parler, L'Analphabète, d'après Agatha Christophe, l'une des caractéristiques essentielles de ce spectacle, c'est bien cette idée qu'il est aussi interprété en langue des signes. Isabelle Voiseux, si je vous demandais de me parler de ce spectacle, L'Analphabète, Agatha Christophe, c'est la Hongrie, c'est des langues qui ne sont pas les siennes, l'allemand, le russe. C'est dans le décor dans lequel vous jouez un portrait de Staline, une salle de classe. Que
Que dit l'analphabète pour vous? Agota Christophe est elle-même donc d'origine hongroise. Sa langue, le hongrois, n'est pas la langue du pays dans lequel elle arrive, à savoir qu'elle est dans une langue autre, et ce qui fait qu'elle a un statut d'analphabète. Ça m'a touchée particulièrement, ce statut de personne étrangère à la langue du pays dans lequel elle vit, puisque c'est vraiment le sentiment que moi j'ai aujourd'hui dans ma pratique de la langue des signes. Je suis née en France, je suis française, j'ai une culture française. Sociétalement, je suis dans une société qui est française, mais je suis vue aujourd'hui comme quelqu'un qui ne pratique pas la langue française. Et donc pour moi, le français aujourd'hui est une deuxième langue, ce qui fait que je suis une étrangère dans mon propre pays. Alors que pourtant, ce sont mes racines. Mais je me sens comme une étrangère aujourd'hui, ce qui m'a fait me sentir très proche d'Agota Christophe. Mais en même temps, même si vous vous sentez étrangère dans votre propre pays, la langue des signes est aujourd'hui acceptée, même extrêmement tardivement, est aujourd'hui acceptée comme une langue universitaire et comme une langue légitime en France. En effet, Oui. en effet, oui, bien sûr. Oui, en effet. Mais en termes d'image sociétale, si on approfondit les choses, on est vraiment loin du compte. On parle d'accessibilité. Il y a des changements, c'est vrai, le regard est en train de changer, la valorisation des sourds et la place des sourds dans la société s'arrange, mais en termes de regard sociétal, en termes d'adaptation, moi ce mot-là me gêne parce qu'il faudrait vraiment une accessibilité double. Et ça, pour moi, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. À la télévision, là, vous avez une interprète ce soir qui est là, parce que je suis invitée de votre émission. L'interprète est présente. Au quotidien, dans l'audiovisuel, les interprètes ne sont pas présents. Ou alors, à titre exceptionnel. Donc, ça avance, mais c'est loin d'être terminé. L'œil et la main sur France 5, c'est vous, hein? L'œil et la main est une émission qui reste de l'ordre de l'exceptionnel. Il peut y avoir, certes, du sous-titrage en plus dans l'œil et la main, de l'incrustation de langue des signes, du français parlé, mais ça ne se veut pas une émission adaptée aux sourds, ça se veut une émission qui partage les points de vue et qui présente en complémentarité les thématiques qui touchent les sourds, mais aussi le reste de la société. Donc c'est comme ça qu'est vue cette émission aujourd'hui. Merci et salut. Hein. Merci. Anne de Boissy, un mot encore avec vous, Isabelle, c'est aussi le travail que mène depuis des années avec IVT, International Visual Theatre, Emmanuel Laborie. Hein, vous êtes aussi membre de cette académie, si j'ose dire. Tout à fait. J'ai émergé en tant que comédienne au sein d'IVT. Donc je fais partie en effet de ce groupe de travail qui a été créé avec Emmanuel Laborie. J'ai eu la chance par la suite de travailler dans plusieurs compagnies différentes qui ont permis de faire développer notamment le NTH8, qui ont permis aussi de faire éclore et voir le jour à d'autres projets. Et je suis ravie de ce travail diversifié que j'ai pu connaître parce que ça me fait aussi connaître et accepter la langue que je pratique. Anne de Boissy, la langue des signes est quelque chose qui vous préoccupe depuis longtemps, puisque vous avez monté Si je suis de ce monde d'Alban Jolet il y a quelques années. Aujourd'hui, vous récidivez, si j'ose dire, avec l'analphabète d'Agota Christophe. Qu'est-ce qui vous fait aller travailler ce texte-là qui, à l'origine, n'est pas prévu pour les sourds, ou en tout cas la culture sourde? Ce dont il est vraiment question, un des axes principaux du livre quand même, la bagarre entre les langues, la notion de langue... L'apprentissage. Oui, et puis la langue maternelle et les langues ennemies. Je trouve que ça, c'est passionnant en binôme avec la langue des signes. Particulièrement avec la langue des signes, puisque du coup on est à deux langues françaises, avec une langue qui est la langue française qui est quand même
cette très belle langue française qui des fois se prend pas pour des queues de poire, enfin quand même elle a une très belle, très haute idée d'elle-même, à juste titre par ailleurs. Et dans le même temps, la langue des signes qui est complètement enfermée dans la notion de handicap. Je trouve que le théâtre, en fait, l'instant T du théâtre, avec ces deux langues en même temps, et la simultanéité qui est possible avec ces deux langues, puisqu'il y en a une qui est sonore et l'autre qui est visuelle, c'est ça le binôme que j'aime, en fait. C'est qu'on peut parler en même temps. Et que ça nous oblige, et en fait, il y a quelque chose qui nous échappe. Ça fabrique une sorte de langue qui est l'instant de la représentation, et qui nous échappe à l'une et à l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Et sur Agota Christophe, c'était comment, avec ce texte-là, c'est une caisse de résonance par rapport à la langue des signes, sans le nommer, parce qu'après on dit toujours « Ah, mais il faut arrêter de se plaindre, il faut faire des choses ». Et là, je trouve que ça en parle de fait. Ça la révèle, cette langue, de fait, dans la binarité des langues. Voilà. Deux remarques par rapport à ce que vous dites. Le texte d'Agota Christophe, c'est comment je me bats contre des langues ennemies dans les apprentissages divers et variés. C'est ça le... Dans son pays, puis en exil. Dans son pays, puis en exil. La remarque que je me fais quand je vous entends parler, et que je pose à toutes les deux, c'est la question du corps. Dès qu'on commence à entrer dans la langue des signes, le corps est inconsciemment ou involontairement impliqué. Alors, est-ce que c'est vrai pour l'entendante que vous êtes? Est-ce que c'est vrai pour la sourde que vous êtes? Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Est-ce que vos corps, quand on vous regarde toutes les deux assis à vos tables de classe, est-ce que vos corps s'impliquent de la même façon? Est-ce que c'est plus naturel pour quelqu'un qui est sourd d'impliquer son corps? Ou est-ce que ça fonctionne? C'est la question que je me suis toujours posée. Oui. Ou est-ce que ça fonctionne exactement de la même manière? Tu veux commencer ou à répondre? Moi, vas-y. Alors, commence, mais c'est vrai que... Non, tu peux parler de l'envie peut-être, de cette envie de départ, de ce que toi tu as imaginé aussi en travaillant avec moi en tant que personne sourde. Oui, alors sur le corps, travailler avec une langue étrangère, de toute façon, c'est une façon de re-questionner la mienne. Mm-hmm. C'est une façon de revisiter la mienne, que je crois connaître, et on parle beaucoup, et en fait, quand on est avec une autre langue, ça réaiguise l'usage que j'ai de la langue française, et surtout de la langue des auteurs, parce que là, on est sur scène, donc on a des auteurs, on a des langues, des poètes ou des auteurs. Après, la voix, c'est un muscle. C'est-à-dire que Isabelle, elle n'est pas avec un magnétophone. Et je me suis beaucoup rendu compte que je n'étais pas un magnétophone. Parce que j'ai appris ça, en fait. Ça fait 15 ans que je fais des spectacles bilingues. Et ça me demande je m'empêche pas mal de choses. C'est-à-dire, je m'empêche. J'ai bien conscience que tout ce qui est de l'ordre du commentaire dans le corps, même dans la voix, brouille. Ça, il faut nettoyer. Il faut être brut. Il faut être hyper simple. Et ça, c'est un travail. En fait, comme comédienne, ça m'a fait faire ce travail. Ça me demande de réinvestir et d'être très, très concentrée sur le sens. Et des fois, moi, naturellement, je peux un peu bouger les mains, tout ça. Et en répétition, souvent, ils me disent « bouge pas ». Mais c'est pas que Enfin, quand je disais « je m'empêche », c'est pas que je me frustre. C'est juste qu'il faut que je sois très centrée, quoi. Parce que non, on n'a pas les mêmes ressorts, on n'a pas les mêmes configurations grammaticales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaisse nos contraintes respectives en linguistique. Et ça, c'est le travail en répétition. Et après, on joue de ça, le plus possible. Et toujours répéter, toujours répéter et répéter inlassablement que la langue des signes est une langue comme une autre, avec sa syntaxe, avec sa grammaire, avec sa cohérence, et que c'est une langue qui appartient à une culture. Voilà, ça, je pense que c'est un des combats d'Emmanuel Laborie, mais oui. Je trouve que c'est à répéter. Tout à fait. Le rapport au corps. Votre question est très intéressante.
Parce que quand on parle de bilinguisme, au final, on peut voir aussi ça comme une mode aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est à la mode de travailler en binôme avec quelqu'un avec lequel on apprend à travailler. Ce qui est plutôt exceptionnel sur ce spectacle, c'est que Anne ne signe quasiment pas, hein, tu ne pratiques quasiment pas la langue des signes. Elle parle. Et il peut y avoir des vrais écueils, il peut y avoir des vrais chocs entre elle et moi, puisqu'en fait, en termes de gestion, elle ne peut pas imaginer les choses aussi à ma place, puisqu'elle ne pratique pas cette langue. Donc moi, je suis dans ma propre pratique de langue, avec le personnage qui est le mien, qui est donné par le texte de l'auteur. Et elle le pense aussi, mais d'une autre manière, avec sa propre langue. Et il faut qu'on soit dans ce lien-là, en fait. On a bien évidemment des codes, parce qu'on a un personnage pour deux, donc il faut qu'on le partage. Mais pour autant, on existe à part entière l'une et l'autre, chacune à sa place, chacune avec sa langue, et chacune avec sa représentation du personnage. Et ça, c'est un vrai travail intéressant. Question sur la langue, les langagières 2019, TNP. Quel est votre rapport au texte? Alors, le texte, c'est votre langue. Le texte, ce n'est pas votre langue. Donc, à l'une et à l'autre, quel est votre rapport au texte? Est-ce que, autrement dit, est-ce que vous avez besoin d'un travail de traduction ou est-ce que vous êtes quand même dans le français? Voilà, oui, c'est le sens de la question. Au départ, en fait, j'essaye de me laisser porter par l'histoire que j'arrive à lire, mais aussi par le parcours de l'auteur. C'est-à-dire que j'essaye aussi de recevoir ce qu'est la personne qui a écrit le texte. Et après, en travail d'adaptation, il y a évidemment un travail à faire sur le sens, parce qu'il y a des finesses de français dans les phrases, puisque vous savez que les interprétations peuvent être diverses pour une seule et même phrase. Il est important pour moi d'être fidèle au message qui est donné dans le texte original, et en ça, il y a un vrai travail d'adaptation. J'essaye d'être au plus proche du texte, et pour celui-ci, je me suis sentie proche de l'auteur aussi. En ça, j'ai pas eu de difficulté, parce que c'est aussi mon rôle de comédienne et mon travail de comédienne d'assimiler finalement le rôle qui doit être le mien à travers ce texte. Isabelle, c'est une question qui poursuit votre réponse, c'est-à-dire que pour la connaître un tout petit peu, la langue des signes est une langue qui est beaucoup plus immédiate, beaucoup moins dans la circonvolution que le français. Comment est-ce qu'on arrive à exprimer toutes les nuances que vous évoquez ? En ce qui concerne la langue des signes, imaginez-vous déjà qu'elle est tout simplement visuelle. Elle n'est pas sur une linéarité sonore. Donc, en effet, ce qui est immédiat, c'est le message visuel iconique qui est donné. Bien évidemment, il y a une structure. Bien évidemment, il y a aussi le format d'apprentissage du locuteur, tout comme l'apprentissage du français aussi est différent selon les personnes. Mais n'oubliez pas que cette langue est visuelle, ce qui fait qu'elle donne à voir. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. En français, vous allez pouvoir dire « le bol est sur la table ». En langue des signes, est-ce que vous pouvez essayer de me dire en langue des signes « le bol est sur la table » ? Ah, votre bol, donc vous avez exprimé « bol » d'abord, si j'en ai saisi. Donc votre bol, il tombe là, en fait, si vous dites « bol » d'abord. Oui, tu as raison. Tu as raison. Donc, vous voyez, il faut d'abord positionner votre table et ensuite, vous pouvez mettre votre bol. Alors, il faut le penser visuellement, en fait. Mot pour mot et expression pour expression. Je connais quelqu'un qui était empêché dans les mots français et qui, du jour où elle a su exprimer la possibilité de dire « ça n'a pas d'importance » ou « je m'en fous », ce jour-là, ses colères ont été beaucoup moins rouges. La langue, le français, c'est facile pour vous? Non, le français, c'est pas facile. Puis le français, c'est tellement grand. C'est tellement grand, la langue, en fait. La langue des signes aussi, elle est très grande, mais c'est tellement grand que non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est jamais facile. Mais surtout, de mettre une langue sur un plateau, si c'était facile, ça se saurait. Ça m'intéresse pas, en fait, que ce soit facile. Et non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Et surtout, pour les spectacles que je fais en bilingue, parce que Isabelle était aussi à la fin de Si je suis de ce monde,
c'est d'essayer de trouver des écritures qui laissent de la place, en fait. J'essaye de travailler sur des écritures qui laissent de la place pour la traduction-adaptation en langue des signes. Donc il peut y avoir des textes que j'aime beaucoup, mais que je n'imagine pas en bilingue, alors que L'Analphabète ou Si je suis de ce monde d'Alban Gelé sont des textes qui, je trouve, laissent de la place. C'est des écritures hyper serrées et très simples pour Agatha Christophe, mais la simplicité, elle est très aiguë. Enfin, c'est simple, mais c'est pas du tout banal. Alors la phrase, c'est comme une partition. Les mots sont dans un ordre et c'est comme ça. Pour terminer cette émission ici au Langagières à Villeurbanne, j'ai deux questions à vous poser. La première, je vais vous lire Agatha Christophe et vous allez me dire, vous allez voir, puis après j'aurai une autre question. Je sais que je n'écrirai jamais le français comme l'écrivent les écrivains français de naissance, mais je l'écrirai comme je le peux, du mieux que je le peux. Cette langue, je ne l'ai pas choisie. Elle m'a été imposée par le sort, par le hasard, par les circonstances. Écrire en français, j'y suis obligé, c'est un défi, le défi d'une analphabète. Question à toutes les deux, c'est la première des deux dernières. Quel est votre défi à l'une et à l'autre? Peu importe le domaine du défi. Sur ce projet? Non. Pour vivre. Ça peut être le défi des européennes ou le défi de réussir à faire que le chat aille dans sa caisse pour ses besoins. Enfin, non, quel est votre défi? La notion de défi, ça peut être de la banalité du quotidien à l'utopie parfaite. J'aime bien ce mot de défi. Pour ce mot, défi, dans le temps qui est le mien, je remarque que souvent les choses peuvent tourner en boucle et évoluer, mais aussi revenir en arrière. Et je vois dans les regards croisés entre les communautés de femmes et les communautés d'hommes, notamment sur le genre, sur cette thématique du genre, on a quand même des profils très diversifiés. Et j'aimerais, moi, en vrai défi, que ce regard-là change et que la notion de genre puisse être adaptée à cette diversité-là qui est humaine entre les hommes et les femmes. Et souvent, les regards croisés sont très différents. Moi, je voudrais, demain, qu'il n'y ait qu'un seul regard pour toutes ces populations-là. C'est bon pour la traduction. Moi, je dirais l'instant présent. Et pour jouer et pour vivre. Être là. C'est de plus en plus difficile. Le hic et nunc. C'est hic et nunc, oui. Oui, c'est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi celui-là de texte. Parce que ce qui me tenait très à cœur, c'est que tout au long de ce récit, il y a une légitimité à être réfugié. Et je trouve que ça s'entend très fort là par rapport à la non-légitimité, beaucoup des réfugiés aujourd'hui ou des gens qui les aident. Je trouvais mon instant présent était aussi dans une double langue de faire entendre la légitimité à être réfugié. Dernière question. Quel est votre mot de minuit à l'une et à l'autre? Rêve. C'est pas défi, hein. Ça peut pas être défi. Non, non, osez, dit madame, osez. Pourquoi? Ben, c'est la première fois que je suis accueillie sur votre plateau en langue des signes, donc j'ai osé. Rêve, c'est mon nom. Rêve. Attraper les rêves. Merci Isabelle. Merci Anne. Merci Pascaline pour votre traduction, votre interprétariat, hein, pour être juste. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme de tradition, la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment
il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises et pas suffisamment de place fait en France à la langue des signes. On se retrouve dans une prochaine émission. Ce sera toujours un plaisir puisque ce sera toujours à Villeurbanne, au TNP, au Langagières. Merci à tous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.